Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on t'amène dans la ville de Accra que tu vas pouvoir découvrir à travers son architecture. On va surtout parler de l'histoire de Accra post-coloniale jusqu'à aujourd'hui et on va te faire visiter un petit peu la ville aujourd'hui. Et on va t'emmener avec nous, c'est parti. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Paré au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. On va commencer cette vidéo ici sur la place de l'indépendance d'Accra. L'indépendance du Ghana, elle a été proclamée en 1957. Ça a été le premier pays africain à avoir obtenu l'indépendance et ça a vraiment été un modèle pour toutes les autres indépendances qui ont suivi. Et le premier président qui a suivi l'indépendance et qui a mis en place ce mouvement d'indépendance, c'est le président Kwame Nkrumah. Et il a voulu vraiment faire une place de l'indépendance. Cette place est vraiment immense. Elle a été construite pour être le symbole de l'indépendance, construite sur le modèle soviétique pour montrer le pouvoir du pays post-indépendance. Il a également changé le nom du pays qui s'appelait à l'époque de la colonisation la Gold Coast et il a appelé le Ghana pour faire un petit hommage et un petit clin d'œil à l'empire du Ghana. Le royaume du Ghana qui ne se trouve pas sur les terres du Ghana actuel, mais à la frontière de la Mauritanie et du Mali. Alors cette place de l'indépendance, elle a un deuxième nom, tu le vois, il est marqué juste là en dessous. Ça s'appelle aussi la Black Star Square et cette Black Star, donc cette étoile noire, elle a une étoile bien particulière. Tu le vois, l'étoile noire, on la retrouve aussi au sommet de l'Arche de l'Indépendance, là où on a commencé le début de cette vidéo. On la retrouve aussi sur le drapeau du Ghana, en plein milieu du drapeau. Et d'où ça vient, cette étoile noire? Eh bien, ça vient des États-Unis. En fait, ça fait référence à une compagnie de bateaux, la Black Star Line. En 1919, c'est Marcus Garvey qui crée cette compagnie de bateaux dans un seul but, c'est de permettre aux Noirs américains et à leurs descendants qui ont été emmenés aux États-Unis lors de l'esclavage de retourner en Afrique sur la terre de leurs ancêtres. Marcus Garvey a vraiment été un mentor et un modèle pour Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana. Et donc c'est bien en hommage à cette compagnie de bateaux et à Marcus Garvey que l'étoile noire est présente sur le drapeau du Ghana et ici sur la place de l'Indépendance. Cette étoile noire, elle représente aussi le panafricanisme. Un mouvement qui a été initié par Marcus Garvey, celui qui a créé la Black Star Line, et Williams Edward Du Bois, qui est aussi un Afro-Américain. Donc ce mouvement, c'était vraiment le Go Back to Africa et retourne en Afrique, dépense ton argent en Afrique, crée une économie africaine pour faire vivre le continent africain. C'est ce qu'on appelle le panafricanisme et Nkrumah, il a vraiment voulu mettre ça en avant pendant les 9 années où il était au pouvoir ici au Ghana. Pour en apprendre plus sur le panafricanisme, on va se rendre dans le Du Bois Memorial Center for Pan-African Culture. Il y a notamment un petit musée qui est installé dans l'ancienne maison de Du Bois. Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, il avait deux idoles majeures qui vraiment guidaient sa politique panafricaine. Donc c'était Marcus Garvey, dont je t'ai déjà parlé, et W.E.B. Du Bois. Lui, ça a été le premier noir africain à être diplômé de Harvard. Donc c'est vraiment une figure très importante dans les intellectuels africains. Et il y a un musée ici, à Accra, sur lui, parce que ça, en fait, c'est sa maison dans laquelle il a vécu pendant quelques années, sur l'invitation de monsieur Kwame Nkrumah. Et juste à côté, c'est même son mausolée. Alors, pourquoi il est venu ici au Ghana? Parce qu'en fait, c'était le premier pays à représenter la politique panafricaine, avec comme représentant le premier président Kwame Nkrumah, qui a vraiment mis le panafricanisme dans sa politique. Donc qu'est-ce que c'est le panafricanisme? Le panafricanisme, c'était l'idée de réunir tous les pays africains et tous les Africains du monde. Donc les Africains de la diaspora et les Africains qui avaient aussi été déportés au moment de l'esclavage. Donc c'est cette idée de réunir tout le monde dans une même force, dans une même union, l'union panafricaine. Donc ici, c'est la maison dans laquelle il a habité avec sa femme, qui avait été donnée par le premier président Kwame Nkrumah. C'est d'ailleurs lui qui a invité W.E.B. Du Bois à venir, parce que c'était vraiment un de ses modèles et un de ses idoles.
Donc il a vécu ici quelques années. Il a pu travailler sur son encyclopédie africaine, qui voulait écrire vraiment toute l'histoire de l'Afrique et faire vraiment une encyclopédie. Et il est notamment enterré ici. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a une nationalité américaine. Lui, il est descendant d'esclaves qui avaient été amenés en Amérique. Il a toujours vécu en Amérique. Et les seuls moments où il a quitté l'Amérique, c'était pour venir ici, au Ghana. Il est mort au Ghana et il est toujours enterré au Ghana alors qu'il n'a jamais eu la nationalité ghanéenne. Donc qu'ils soient enterrés ici, ça montre bien que le Ghana était un lieu majeur du panafricanisme parce que pour W.E.B. Du Bois, ça a vraiment été une sorte de retour aux sources, donc un retour sur la terre de ses ancêtres ici au Ghana. La visite du musée est assez intéressante, mais franchement pas incroyable. Par contre, il y a une extension et toute une rénovation qui va être réalisée par l'architecte Adjaye. Donc je pense qu'il faudra revenir un petit peu plus tard pour avoir beaucoup plus d'explications et pouvoir vraiment comprendre le panafricanisme et, voilà, et tout ce pourquoi il a œuvré. Donc voilà, affaire à suivre pour un petit peu plus tard. Comme ce musée nous a un petit peu laissé sur notre faim, on part visiter un autre musée, le National Museum of Ghana. Ce n'est pas certain qu'on en apprenne beaucoup plus sur le panafricanisme, mais certainement sur l'histoire du pays. Et sur la route, on fait un petit stop pour acheter une spécialité locale, les chips de banane plantain. Regarde la vitesse avec laquelle elle coupe la banane. Alors on se retrouve au National Museum of Ghana. C'est un musée, je pense, très intéressant pour l'histoire du Ghana. On va voir ça à l'intérieur. Mais nous, ce qui nous intéresse, comme toujours, c'est l'architecture de ce bâtiment. Tu vois que de l'extérieur, c'est un volume assez simple. Mais si tu regardes attentivement, il y a cette coupole là en haut qui est vraiment très, très intéressante. La forme de cette coupole, qui est une coupole et puis qui retombe, en fait, ça fait écho au parasol que l'on retrouve dans la culture Ashanti qu'on t'a présenté dans une précédente vidéo quand on était dans le nord du Ghana. Allez, on t'emmène à l'intérieur. Alors on vient d'arriver à l'intérieur du musée et c'est impressionnant. Cette coupole en fait, elle n'est pas très très haute. Il y a aussi un écho quand je parle, donc peut-être que ça s'entend dans le micro, c'est assez spécial. Parce que même si le bâtiment n'est pas très grand, il y a un sentiment de monumentalité et vraiment il est baigné de lumière. Et aussi on sent déjà qu'il fait bon en fait dans ce bâtiment. Il y a l'air qui circule, enfin je sais pas, c'est agréable. Donc il y a un espace à l'étage sur lequel il y a l'histoire contemporaine du Ghana et au niveau où on se trouve là, qui est le rez-de-chaussée, c'est toute l'histoire historique du Ghana et toutes les communautés. Donc c'est intéressant parce qu'on retrouve plein de petits éléments du Ghana qu'on a déjà pu visiter précédemment. Ce bâtiment, il illustre très bien un style architectural que l'on retrouve ici au Ghana, c'est le modernisme tropical. Donc c'est un style architectural que l'on retrouve en réalité dans toutes les anciennes colonies anglaises. Ça a été amené par deux architectes anglais qui étaient mandatés par l'Angleterre pour construire des bâtiments publics dans la colonie. Il s'agit de Marwell Fry et Jane Drew. Ils sont arrivés dans les colonies anglaises et ils ont voulu construire avec le style en vogue à l'époque, le modernisme, qu'ils connaissaient bien. Sauf qu'ils se sont rendus compte que les bâtiments modernes ne pourraient pas bien s'adapter au climat ici et donc il fallait faire une adaptation de ce style architectural moderne. C'est pour cela que dans ces bâtiments qui sont construits en suivant ce style architectural, on retrouve les matériaux typiques du modernisme comme le béton, l'acier et le verre, mais ils sont mis en œuvre différemment pour protéger les façades du soleil et avoir des ventilations naturelles, tout ça pour répondre au climat très chaud et humide qu'il y a ici. On a voulu t'en parler ici parce qu'on le voit très très bien ici, on voit la coupole et tout autour de la coupole, c'est tout vitré et tout ouvert. Et en fait, c'est des petites lamelles de verre que tu peux ajuster, fermer ou ouvrir et ça ventile tout l'espace. La coupole, elle déborde un petit peu en toiture et elle permet de protéger de la lumière directe du soleil l'espace. Donc c'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de clim dans ce musée et le climat est encore aujourd'hui très agréable, même quand il fait très chaud. Ce bâtiment, il a donc été commandé par la colonie anglaise, mais il a été ouvert au moment de l'indépendance en 1957. Cette grande coupole, elle est toute en aluminium. Elle a été construite en Angleterre, envoyée ici et assemblée ici sur place.
Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de l'indépendance, le premier président Nkrumah, il n'a pas voulu renier cette architecture. Bien au contraire, il en a vu une opportunité pour créer un style architectural propre à l'Afrique. Donc ça allait dans le sens de son idée du panafricanisme qu'il avait à l'époque. Après l'indépendance, du coup, notre cher Nkrumah, qu'on voit juste à côté de moi, il a donc commandé plusieurs bâtiments avec ce style tropical et il a fait appel à des architectes de l'Europe de l'Est, de la Yougoslavie et de la Croatie. Donc il y a eu beaucoup de Croates qui sont venus. Il a fait des grandes commandes à ces architectes et il a demandé à ces architectes qui travaillent également avec des architectes ghanéens qui venaient juste d'être diplômés pour apprendre ce style architectural. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo parce que Nkrumah il avait commandé la grande université qui se trouve à Kumasi, le KNUST, qui a été construite avec des architectes croates dans le style modernisme tropical. Si le modernisme tropical était très répandu jusque dans les années 1960, qu'en est-il aujourd'hui? Quel est le style architectural en vogue à Accra et pour quelles raisons? Alors en se baladant ici à Accra, on a remarqué un phénomène assez important, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'identité architecturale. Bon, à part ce mouvement dont on t'a parlé, le modernisme tropical, il n'y a pas vraiment eu de continuité. À un moment, ce mouvement s'est naturellement essoufflé à cause de l'arrivée des climatisations et de plein d'autres éléments mécaniques et technologiques qui font que, en fait, on peut refroidir les bâtiments autrement que simplement par de la ventilation naturelle. Pendant tout un temps, il n'y a pas vraiment eu d'identité architecturale. La ville d'Accra s'est construite un petit peu comme ça, aux envies et au goût de n'importe quelle personne. Et il n'y a pas eu vraiment d'architecte qui s'est démarqué. On ne peut pas vraiment te citer un architecte ghanéen qui a vraiment beaucoup construit ici à Accra et qui a pu donner une identité architecturale ici à la ville. Donc c'est très joli parce qu'il y a une sorte d'amalgame de plein de types d'architecture au goût de tous les propriétaires. Malgré tout, ça c'est en train de changer, par exemple avec le bâtiment qui est juste derrière moi, qui est un bâtiment qui a été réalisé par un architecte italien et un architecte ghanéen et dans lequel ils ont vraiment fait attention à l'empreinte écologique de ce bâtiment. Et donc tu le vois avec ces grands avant-toits, ils protègent vraiment la façade de la lumière. À l'intérieur aussi, il y a un grand atrium, on ne peut pas te le montrer parce que c'est des bâtiments de bureaux et on n'est même pas censé filmer là juste devant nous. Donc il y a vraiment eu une réflexion qui a été faite au niveau de l'empreinte écologique et de l'empreinte carbone de ce bâtiment. C'est un des rares bâtiments, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer timidement, malgré tout, ici à Accra. En cherchant un petit peu plus d'informations sur ce bâtiment, on s'est rendu compte que aussi au niveau du motif et de la forme que ce bâtiment avait, au niveau de sa structure en tout cas qui est très expressive, ça rappelait les palmiers d'ici et les troncs en fait à chaque fois des palmiers qui ont ces formes comme ça en V. En plus de la fonction esthétique, bien sûr ça a une fonction structurelle. En fait, il y a un autre mouvement qui est hyper intéressant. Sur la scène artistique ici à Accra, elle est très présente et elle est très forte. Il y a beaucoup d'artistes qui font des choses impressionnantes et hyper intéressantes. Donc on s'est dit que c'était un sujet dont il fallait qu'on te parle. Et il y a énormément de galeries d'art ici à Accra. Alors on va t'emmener avec nous et on va te montrer tout ça parce que ça a l'air impressionnant. Dans toutes les galeries d'art installées à Accra, il y en a bien une dizaine qui valent la peine d'être visitées. On a décidé de te présenter nos 3 préférées. Et la première est la Nubuke Foundation. Elle se trouve tout au nord de Accra, juste à côté de l'aéroport. On l'a beaucoup aimée parce qu'elle est dans un magnifique bâtiment tout en béton. Son grand porte-à-faux à l'entrée permet d'exposer des œuvres à l'extérieur tout en étant protégé. Il y a même de petits rails intégrés dans le plafond pour suspendre des œuvres. Un très joli et discret détail. C'est une vraie promenade architecturale que de visiter cette galerie, car après être passé sous ce grand porte-à-faux, il faut emprunter une volée d'escalier qui mène à une grande baie vitrée à lamelles cadrant sur le jardin. Il faut ensuite faire un demi-tour, prendre une deuxième volée d'escalier pour finalement arriver dans la salle principale qu'on découvre que peu à peu grâce à son désaxement. Ce jour-là était présenté le travail de Simon Bowen, intitulé Music to My Eyes. De superbes tirages photographiques réalisés grâce à la réaction chimique de fruits sur des films de 35 mm.
pour visiter la deuxième galerie qu'on a sélectionnée, on doit traverser toute la ville, car celle-ci se trouve complètement au sud de Accra, mais proche du centre-ville. On est à la Nodor Residence Gallery, donc c'est à la fois un lieu de studio pour les artistes qui sont invités à passer entre 6 à 3 ans ici et à travailler ici, et à la fois un lieu de galerie pour des expositions. Et en haut, là-bas, il y a une exposition d'un artiste nigérien, on va te montrer tout ça. Très intéressant parce que tu peux rentrer dans les studios, tu peux discuter avec les artistes qui sont ici en train de travailler et comme ça ils prennent le temps de t'expliquer leur travail. Les studios ils sont ici en bas autour de cet espace libre et maintenant on va rentrer dans un studio. La troisième et dernière galerie qu'on te présente se divise en plusieurs espaces. Une partie se trouve dans l'hôtel Kempinski et une autre dans le mall juste en face de celui-ci. Il y a en fait 4 espaces de galerie regroupés au même endroit et portant le même nom. Ça permet de voir plein d'artistes différents à un même lieu. Car Accra est une grande ville et il faut chaque fois prendre un taxi pour aller d'un endroit à un autre, c'est parfois un petit peu fatigant. On est dans la 4e partie de la galerie 1957 et ce qui est très intéressant et assez surprenant, c'est que les autres parties, elles étaient dans un mall et dans un hôtel qui était assez chic. Et puis là, tout d'un coup, on a passé une porte du mall et on arrive dans cet espace qui, on a l'impression d'être dans un hangar. C'est un peu le underground du mall et c'est assez sympa. Franchement, ça met vachement en avant les œuvres parce qu'il y a les lumières qui sont exposées sur les œuvres et quand on arrive, on a vraiment une sensation assez incroyable. Au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que la galerie est vraiment immense et cet espace, il finit jamais. Il y a des œuvres de partout, ça permet d'exposer plein d'artistes, c'est plein d'artistes différents cette fois-ci. Visiter ces galeries qui accueillent énormément d'artistes ghanéens, ça nous replonge un petit peu dans tout le parcours de notre voyage au Ghana. Ça nous permet également de un petit peu mieux comprendre et d'arriver à déchiffrer les œuvres. Parce que là, par exemple, derrière moi, on voit une cérémonie Ashanti où toutes les personnes sont habillées avec un kente. Mais on voit que les kente, ils sont uniquement rouge et noir. Et on sait, de par notre petit séjour dans la région, que le rouge et le noir est réservé aux enterrements. Donc cette représentation doit représenter une scène de funérailles. Et pour terminer cette visite de Accra, il faut qu'on t'emmène voir un bâtiment qui a été tout un temps un emblème de la ville. Mais avant ça, on fait un rapide crochet par l'immense marché de pièces de voitures de Accra. Ça peut sembler bizarre comme visite, mais c'est incroyable la grandeur de ce marché. Chaque petit magasin est en fait spécialisé dans un type de pièces de voiture. Au même endroit, tu peux trouver des insignes de voiture jusqu'aux pistons de moteur. C'est en fait ici que les voitures européennes finissent leur vie, ou plutôt ont une seconde vie. Je t'avais parlé d'un bâtiment emblématique, allez, on y va cette fois. Alors on va achever cette vidéo ici au Théâtre National de Accra, c'est le plus grand théâtre de Accra, c'est vraiment un symbole pour la ville par sa forme et aussi de par sa localisation. On est en plein centre-ville ici et malgré que ce soit un si gros symbole pour la ville, ce bâtiment il n'a pas été construit par des architectes ghanéens mais par des architectes chinois en 1992. Donc c'est un magnifique bâtiment, il y a plein de détails, il est super beau. On a eu l'occasion de rentrer à l'intérieur. On va te donner un petit aperçu de ce que ça donne dedans.
bâtiment qui a été construit en 1992. À l'époque de sa construction, ça a vraiment été un très grand symbole de la ville, une architecture vraiment emblématique, reconnaissable, et il est positionné ici au milieu de grands hôtels de luxe, comme par exemple l'hôtel qu'on voit ici ou un autre hôtel qui est derrière. Donc sa position et son architecture ont été choisis avec soin pour devenir un emblème et un symbole de la ville. Il était tellement important à l'époque où il a été construit, c'était tellement une fierté du pays qu'on le retrouvait également sur les billets de banque. Cette architecture est vraiment reconnaissable de par ces 3 énormes volumes qui ont été dessinés et modelés, et ils représentent en fait les coques de bateaux. Donc voilà, c'était un peu pour mettre l'accent sur le fait que la Gold Coast a été riche et a été connue par sa côte et par ses bateaux. C'est donc au National Theatre que s'achève notre visite de Accra et du Ghana. Un pays qu'on a adoré parcourir, ça a été pour nous un mois riche en rencontres et en découvertes. Un de nos coups de cœur sur notre itinéraire africain. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la visite d'un nouveau pays. Allez, ciao! Agathe fait la touriste.